Je m'appelle Audra Cole. J'ai 39 ans et j'ai appris il y a longtemps que l'humiliation est d'autant plus cruelle qu'elle est dite poliment. Mon frère l'a prouvé 3 nuits avant un dîner de famille qui était censé célébrer son avenir. Son message est arrivé alors que j'étais encore à mon bureau. À première vue, il semblait assez inoffensif. Encore un changement de dernière minute, encore une petite instruction de la part d'une famille qui m'avait toujours réduit à quelque chose de plus facile à expliquer. Puis j'ai lu la vraie partie. Il m'a dit que je pouvais participer au dîner avec la famille de son fiancé, mais que je ne devais dire à personne que j'étais sa sœur. Son père était juge fédéral et ce serait embarrassant. Quelques minutes plus tard, ma mère m'a appelé pour me rassurer. De la voix prudente qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle voulait que j'accepte quelque chose de moche sans que cela ne gêne personne d'autre. Elle m'a dit qu'il serait préférable que je m'assoie à l'une des petites tables du fond, près de la porte de service, juste pour un soir, afin que les choses restent confortables. Confortable pour qui? Elle ne l'a pas dit. C'est ce qui caractérise ma famille. Il n'avait jamais besoin de crier pour faire comprendre ce qu'il voulait dire. Mon frère était sous les feux de la rampe. J'ai eu droit à une explication. Il a été présenté avec fierté. J'ai été gérée, cachée, réduite, et pourtant je leur ai dit que je viendrais. J'arriverai à l'heure, je m'assiérai là où il le voudrait et je ne dirai rien qu'il n'ait approuvé. Ce qu'aucun d'entre eux n'a compris. C'est que l'homme qu'il voulait tant impressionner saurait exactement qui j'étais à la seconde où il verrait mon visage. Avant de vous raconter ce qui s'est passé lorsqu'il s'est arrêté à ma table et que toute la salle est devenue silencieuse, dites-moi ceci. Que feriez-vous si votre propre famille ne vous accueillait qu'en prétendant que vous ne lui appartenez pas du tout? Je n'ai pas répondu tout de suite à mon frère. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur le bureau de mon cabinet et j'ai regardé le reflet sombre de l'écran pendant quelques secondes. Car certaines insultes arrivent si proprement qu'elles ne semblent pas réelles au début. Elles semblent répétées. Familière même. Ce message n'est pas sorti de nulle part. Il vient de 39 années passées à être traité comme le morceau de l'histoire familiale qui ne correspondait jamais à la version qu'il voulait raconter en public. Mon frère avait toujours été celui dont les gens se souvenaient. Il était charmant sans effort, bruyant de toutes les bonnes manières, et élevé avec le genre de confiance que l'on ne peut avoir que lorsqu'on sait que la salle va se plier autour de soi. Mes parents ont construit leur vie autour de cette confiance. Ils ont investi de l'argent dans des écoles privées, des programmes d'été, des camps de débat, des cours d'admission à l'université, tous ces échafaudages invisibles qui font que le succès semble naturel vu de l'extérieur. Lorsqu'il a été admis dans une université prestigieuse, ils en ont parlé comme si notre nom de famille avait enfin été racheté. Lorsqu'il a décroché un poste prestigieux à Boston, on a répété son titre si souvent qu'on aurait pu croire qu'il avait plaidé devant la Cour suprême. J'ai pris un chemin différent. Celle que personne dans la famille n'a jamais trouvée assez intéressante pour être mémorisée. J'ai commencé à l'université communautaire parce que c'était ce que je pouvais me permettre. J'ai obtenu une bourse, j'ai travaillé tard, j'ai emprunté ce qu'il fallait et j'ai continué. L'école de droit, c'était la même chose. Pas de filet de sécurité, pas d'applaudissements, juste de l'épuisement, de la discipline et la compréhension tranquille que si je voulais un jour avoir une vraie vie, je devrais la construire de mes propres mains. J'y suis devenue assistante du procureur des États-Unis et j'ai passé des années à poursuivre des affaires de fraude et de corruption publique qui rendaient les hommes puissants très nerveux. Ensuite, j'ai travaillé pour la juge Miriam Caldwell, l'un des esprits les plus vifs du premier circuit, une femme dont les normes pouvaient décaper l'ego de n'importe qui en moins de 10 minutes. Elle a été la première personne dans ma vie à me regarder et à voir non pas ce qui me manquait, mais ce que je pouvais porter. Au fil du temps, elle est devenue plus qu'un mentor. Elle est devenue la chose la plus proche que j'ai jamais connue d'être choisie sans condition. Lorsque je lui ai parlé du dîner, je m'attendais à une certaine irritation de sa part. À la place, j'ai eu droit à un silence, puis à une expression très calme que j'avais appris à respecter. Elle m'a demandé le nom de la fiancée de mon frère. Puis elle m'a demandé le nom de son père. Dès que je l'ai dit, quelque chose a changé sur son visage. Elle s'est adossée à sa chaise et a laissé échapper une petite bouffée d'incrédulité. Puis elle a dit. C'est donc lui qu'ils essaient d'impressionner. Je lui ai demandé si elle le connaissait. Elle m'a regardé par-dessus le bord de sa tasse de café et m'a dit, Audra, cet homme a cité vos opinions plus d'une fois dans des remarques publiques. Il sait exactement qui vous êtes. C'est à ce moment-là que la soirée a pris une autre tournure. Non pas parce que je voulais me venger. Pas encore. Parce que pour la première fois, j'ai réalisé que je n'entrerais pas seule dans cette pièce,
et que mon frère n'avait aucune idée que la personne qu'il avait le plus honte de revendiquer était la seule personne de tout ce dîner qu'il ne pourrait jamais écarter une fois la vérité révélée au grand jour. Lorsque le vendredi soir est arrivé, j'avais déjà pris 2 décisions. Je ne donnerais pas à ma famille la satisfaction de me voir ébranlée. Et je ne faciliterai pas leur mensonge en les aidant à le dire. Le juge Caldwell est venu me chercher un peu après 6 heures et nous avons roulé jusqu'à la ville sous un ciel froid de Boston qui donnait l'impression que tout était plus net qu'il ne l'était. Elle n'a pas gaspillé de mots pour me réconforter. Cela n'a jamais été son style. Elle m'a simplement jeté un coup d'œil, a remarqué la robe noire, les talons discrets, le calme que j'avais revêtu comme une armure, et a dit « Bien. Laissez-les vous sous-estimer en paix. » L'Union Club était exactement le genre d'endroit que mon frère trouverait enivrant, bois sombre, laiton poli, argent tranquille, portraits d'hommes qui avaient probablement bâti leur réputation avant que quiconque dans la pièce ne soit aîné. Et la salle à manger privée donnait sur les lumières de la ville, et chaque table était disposée avec la précision nécessaire pour indiquer la classe sans jamais avoir à prononcer le mot. Lorsque nous sommes entrés, j'ai vu ma famille avant qu'elle ne me voie. Mes parents souriaient déjà trop. Mon frère se tenait près du centre de la pièce, la main sur la taille de sa fiancée, avec le regard qu'il arborait toujours lorsqu'il pensait être enfin vu par les bonnes personnes. Elle était élégante, posée et habillée comme quelqu'un qui a grandi sans jamais douter qu'elle avait sa place dans ce genre de pièce. À la seconde où mon frère m'a remarqué, la couleur de son visage a changé. Il a traversé la pièce rapidement, mais pas assez pour paraître paniqué aux yeux des autres. Sous son souffle, avec un sourire crispé toujours figé sur son visage, il m'a dit que j'étais en retard, alors que je ne l'étais pas. Ses yeux se sont ensuite portés sur le juge Caldwell. Pendant une demi-seconde, j'y ai vu de la confusion. Et elle ne la reconnaissait pas, mais il reconnaissait l'importance quand elle entrait dans une pièce. Avant qu'il ne puisse demander quoi que ce soit, sa fiancée est apparue à ses côtés. Gracieuse à la manière polie dont certaines personnes apprennent avant de pouvoir conduire légalement. Elle m'a accueillie comme une étrangère à qui on avait dit d'être gentille, et mon frère m'a présenté avec un niveau de malhonnêteté presque impressionnant. Il ne m'a pas appelé sa sœur. Il a dit « Voici Audra. Elle aide au palais de justice. » Je l'ai regardé plus longtemps que nécessaire, mais je ne l'ai pas corrigé. C'est à ce moment-là qu'il s'est détendu, juste un peu. Il pensait que le silence était synonyme de reddition. Ma mère s'est ensuite approchée, a embrassé l'air près de ma joue et m'a dit qu'il m'avait gardé une place à l'arrière, où il y aurait moins de bruit. Plus tranquille, cela voulait dire hors de VUE. Ma table était la plus petite de la salle, située près de l'entrée de service où le personnel entrait et sortait en pratiquant l'invisibilité. De là, j'avais une vue dégagée sur la table principale, où mon frère était assis avec sa fiancée et les parents de celle-ci, comme s'il avait répété pour ce rôle toute sa vie. Le juge Caldwell a pris place non loin de la mienne, assez près pour observer, assez loin pour laisser la soirée se dérouler exactement comme les gens l'avaient prévu. Je me suis assis, j'ai croisé les mains sur mes genoux et j'ai laissé la salle se dévoiler. Mon frère riait trop fort, mon père faisait trop d'efforts. Ma mère n'arrêtait pas de scruter les visages à la recherche d'une approbation. Et la mère du fiancé était charmante d'une manière contrôlée, mais son père était différent. Il parlait moins, regardait plus, et se comportait avec une autorité qui n'avait pas besoin d'être annoncée. Je comprenais pourquoi mon frère voulait absolument l'impressionner. Des hommes comme lui ne se contentaient pas d'influencer les pièces, ils les définissaient. Et la première série de toasts a commencé. Et j'ai remarqué quelque chose d'autre. L'homme que ma famille s'efforçait d'impressionner n'était pas particulièrement captivé par ce qui se passait. Il écoutait. Il a hoché la tête. Il a souri lorsque c'était nécessaire. Mais de temps en temps, son regard se perdait, comme s'il mesurait quelque chose que le reste de la salle n'avait pas remarqué. Puis, juste avant que le service du dîner ne s'installe, il s'est levé et a pris un plateau de flûte à champagne auprès de l'un des serveurs. C'était apparemment une de ses habitudes, quelque chose de personnel et de vieux. Il aimait faire lui-même le tour de la salle, saluant les invités table par table avant le début du plat principal. Je l'ai vu passer d'une table à l'autre, échanger quelques mots agréables, serrer une main ici, offrir un sourire poli là. Mon frère avait l'air presque étourdi. Comme si ce simple geste faisait déjà partie de la légende familiale qu'il comptait raconter pendant les 20 prochaines années. Puis le juge s'est tourné vers le fond de la salle et a commencé à marcher dans ma direction. À ce moment-là, je pense que personne à la table principale n'y a prêté attention. Pour eux, j'étais exactement là où ils voulaient que je sois, tranquille, petite et bien à l'écart. Mais dès qu'il a atteint ma table et qu'il a pu voir clairement mon visage, son expression a changé.
Il s'est arrêté si brusquement que le plateau a basculé dans ses mains et qu'une des flûtes de champagne a résonné contre une autre pendant une seconde. Il me fixa, non pas avec confusion, non pas avec l'effort poli de quelqu'un qui essaie de placer un visage, mais avec une reconnaissance indubitable. Puis il a posé le plateau sur le coin vide de ma table et s'est redressé comme si l'instinct avait pris le dessus avant que la pensée ne puisse le rattraper. Sa voix, lorsqu'elle est venue, n'était pas décontractée. Elle portait: Madame le juge Cole, je n'avais pas réalisé que vous étiez ici ce soir. La salle s'est immobilisée comme seules les salles riches et bien entraînées peuvent le faire, où le silence est immédiat parce que tout le monde comprend en même temps que quelque chose a changé. Mon frère s'est retourné en premier, puis mes parents. Puis son fiancé. Je me suis levé de ma chaise par habitude, avant que je puisse dire un mot. Le juge Theodore Ward m'a pris la main avec les deux siennes et m'a adressé le genre de salut respectueux réservé à des collègues, et non à de lointains convives cachés près d'une entrée de service. C'est un plaisir de vous revoir, a-t-il dit, toujours avec l'air d'être pris au dépourvu. J'ai lu 2 fois votre avis dans l'affaire de la vie privée de Holloway. J'ai dit à 2 de mes collaborateurs que s'ils voulaient apprendre à construire une argumentation sans perdre une seule phrase, ils devraient commencer par là. À ce moment-là, tous les visages de la salle étaient tournés vers nous. Mon frère avait l'air de s'être vidé de son sang d'un seul coup. L'expression de son fiancé était plus difficile à lire. À eu début, c'était de la confusion, puis de l'incrédulité, et enfin la première fissure de quelque chose de bien plus laid qui commençait à se former. Ma mère a émis un rire nerveux et s'est avancée trop rapidement, comme si elle pensait que son élan pouvait à lui seul contrôler l'histoire. Elle a dit quelque chose de faible sur le fait que j'étais modeste et que je n'aimais pas attirer l'attention, mais le juge Ward lui a à peine jeté un coup d'œil. Son attention est restée fixée sur Moi. Et elle m'a demandé pourquoi je ne lui avais pas dit que je serais là. J'ai failli répondre, mais il n'y avait aucune raison de sauver quelqu'un de ce qu'il avait construit. Avant que je ne puisse décider de la part de vérité à offrir. La juge Caldwell s'est levée et a traversé la pièce avec le genre d'assurance non pressée qui fait que les gens s'écartent sans se rendre compte qu'ils le font. Théodore, dit-elle, j'avais le sentiment que cette soirée pourrait vous surprendre. Et elle se retourna, la reconnut immédiatement et sa surprise se transforma en quelque chose de proche de l'incrédulité. Myriam, tu l'as amenée? Bien sûr que je l'ai amenée, a répondu le juge Caldwell. J'étais curieux de savoir combien de temps il faudrait pour que quelqu'un dans cette salle réalise qui avait été assis au fond. Plus personne n'a parlé après cela. Il n'y avait plus d'endroit où se cacher. Le juge Ward a regardé de Myriam à moi, puis vers la table principale où mon frère se tenait toujours debout, figé à côté de la femme qu'il avait prévu d'épouser pour accéder au pouvoir. Il a posé la question calmement, mais le calme n'a fait qu'empirer les choses. Pourquoi la juge Audra Cole est-elle assise ici, près de la porte de service? Mon frère ouvrit la bouche, mais rien d'utile n'en sortit. Il a tenté un sourire qui s'est effondré avant de se former. Il a dit qu'il y avait eu une certaine confusion au niveau des places. Puis il a commis l'erreur qui a anéanti toutes les chances qui lui restaient. Il ajouta, Adra ne se soucie pas vraiment de l'endroit où elle s'assoit. C'était une si petite phrase, mais elle racontait toute l'histoire. C'était la voix de quelqu'un qui avait passé sa vie à décider ce que je méritais et ce que je ne méritais pas. Et à supposer que j'accepterais la version qu'il me donnait. Le regard du juge Ward s'est aiguisé. Et sa fille a regardé mon frère comme si elle voyait un étranger sortir de derrière un visage familier. Je pouvais presque sentir la salle se réorganiser autour de la vérité. Puis le juge Ward a tiré la chaise en face de moi et s'est assis à ma table au lieu de retourner à la sienne. Ce simple choix m'a fait plus mal qu'une accusation publique n'aurait jamais pu le faire. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas fait de scène. Et elle a simplement indiqué clairement, devant tout le monde, quelle personne dans la pièce méritait son respect. À ce moment-là, mon frère a enfin compris ce qu'il ressentait lorsqu'il se retrouvait au mauvais endroit sous les yeux du monde entier. Pendant quelques longues secondes, personne n'a bougé. Les serveurs semblèrent percevoir la tension et disparurent par les portes latérales avec le genre d'efficacité silencieuse que seuls les endroits coûteux maîtrisent. Mon frère se tenait toujours à côté de la table principale, une main à moitié levée, comme s'il pensait pouvoir reprendre le contrôle de la situation s'il trouvait la bonne phrase assez rapidement. Il ne l'a jamais fait. Le juge Ward a posé une main sur la table près de son verre et l'a regardé droit dans les yeux. Sa voix est restée égale, ce qui a rendu chaque mot plus difficile à prononcer. J'ai posé une question simple, pourquoi le juge Audra Cole est-il assis ici?
Ma mère est intervenue la première, parce que cela avait toujours été son instinct lorsque la vérité était trop proche. Elle a esquissé un sourire cassant et a dit qu'il y avait eu un malentendu avec le plan de table. Que tout s'était passé dans la précipitation et que personne n'avait voulu dire quoi que ce soit. Le juge Caldwell ne la laisse pas prononcer plus de 2 phrases. Elle a fouillé dans son sac, en a sorti son téléphone et m'a regardé une fois, comme pour me donner l'occasion de l'arrêter. Je n'ai rien dit. Elle a tourné l'écran vers le juge Ward et a dit « Je pense que la disposition des sièges était en fait très intentionnelle. » Puis elle a lu le message à haute voix. Pas un résumé. Pas une version adoucie. Les mots exacts. Mon frère m'avait dit que je pouvais y assister, mais que je ne devais pas dire que j'étais sa sœur parce que son père était juge fédéral et que ce serait embarrassant. Le silence qui a suivi a été pire que les cris. C'était le genre de silence qui ne laisse aucune place au déni parce que tout le monde y a entendu la même vérité au même moment. Geneviève a fixé mon frère comme si elle attendait qu'il rie et dise qu'il s'agissait d'un malentendu. Mais il était trop abasourdi pour s'exécuter. Mon père a regardé la nappe comme si une réponse pouvait y être cousue. Ma mère est devenue pâle. Le juge Ward n'a pas réagi immédiatement. Il a tendu la main et le juge Caldwell lui a passé le téléphone. Il a lu le message lui-même. Lentement. Puis il l'a relu. Lorsqu'il a finalement levé les yeux, son visage était devenu froid d'une manière qui semblait presque familière au tribunal, comme si un interrupteur privé en lui avait basculé de la courtoisie sociale à la clarté judiciaire. Et elle a demandé à mon frère si le message était authentique. Miles a dégluti et a dit que le message était mauvais hors contexte. Hors contexte. Aujourd'hui encore? C'est ce qu'il cherchait à obtenir. Pas des excuses. Pas de honte. Juste un plaidoyer pour un meilleur cadre. Geneviève a mis un petit son à côté de lui. Pas tout à fait un souffle. Pas tout à fait un rire. Mais quelque chose de plus proche de l'incrédulité se transformant en dégoût. Elle se tourna vers lui et lui demanda. Vous m'avez dit qu'elle faisait du travail administratif au palais de justice. Vous m'avez dit qu'elle n'avait pratiquement aucun contact avec la famille. Vous m'avez dit qu'elle n'aimait pas les événements officiels. Mon frère a essayé de répondre à ces 3 mensonges en même temps et n'a réussi qu'à s'en mêler davantage. Il a dit qu'il avait essayé de faire en sorte que la soirée soit simple. Il a dit qu'il ne voulait pas que les choses deviennent gênantes. Il a dit qu'il pensait que me présenter comme sa sœur détournerait l'attention du dîner. C'est alors que le juge Ward a repris la parole et que tous les regards de la salle se sont tournés vers lui. Il a dit, non. Ce que vous craignez, c'était la comparaison. Il a posé le téléphone avec précaution sur la table et s'est adossé à sa chaise, toujours aussi calme. Toujours aussi dévastateur. Vous n'avez pas caché votre sœur pour protéger la soirée. Vous l'avez cachée parce que vous saviez que la vérité à son sujet rendrait plus petites toutes les histoires que vous avez racontées sur vous-même. Personne ne l'a contredit, parce que personne ne le pouvait. Et la précision de cette phrase a frappé la pièce comme une porte qui se referme. Le visage de Geneviève changea en premier. La confusion avait disparu. À la place, il y avait l'humiliation. Oui, mais en dessous, il y avait la colère. Celle qui survient lorsqu'une personne se rend compte qu'elle n'a pas seulement été trompée, mais qu'elle est devenue complice de la malhonnêteté de quelqu'un d'autre. Elle a demandé à mon frère combien de fois il avait fait cela auparavant. Il a répondu que ce n'était pas la première fois. Elle a demandé si mes parents étaient au courant. Aucun des deux n'a répondu assez vite. Ce délai lui a tout déhité. Et la juge Caldwell n'a pas eu besoin d'en rajouter. Mais elle a fait ce que les personnes expérimentées font lorsque les menteurs commencent à espérer que l'émotion brouillera les faits. Elle a apporté des précisions. Elle a expliqué sur le ton le plus sec possible que j'avais été assistante du procureur des États-Unis pendant des années, que je m'étais forgé une réputation dans des affaires de corruption complexes, que mes opinions avaient déjà attiré l'attention des milieux juridiques au niveau national et que toute personne dans cette salle qui respectait réellement la loi aurait dû reconnaître mon nom bien avant ce soir. Le juge Ward a hoché la tête une fois. Puis il regarda Geneviève et dit quelque chose qui sembla briser ce qui restait de la soirée. J'ai cité le raisonnement de votre sœur dans des discussions avec mes greffiers. J'ai recommandé ses écrits à de jeunes avocats. Et cet homme l'a assise au fond de la salle, près d'un magasin de service. Parce qu'il pensait que son existence pouvait l'embarrasser. Les épaules de mon frère se sont légèrement affaissées.
La façon dont les gens se contractent physiquement lorsqu'ils réalisent que le charme les a abandonnés. Et elle a fait un pas vers ma table, essayant enfin de me parler directement, mais j'ai soutenu son regard avec le même calme que j'avais affiché toute la soirée. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne l'ai pas sauvé. Je l'ai simplement laissé dans la vérité qu'il avait créée. Et elle a prononcé mon nom comme s'il s'attendait à ce que la familiarité le sauve. Ce ne fut pas le cas. L'expression du juge Ward s'est encore durcie, et lorsqu'il a repris la parole, il y avait dans son discours une finalité que tout le monde a entendue. Un homme qui efface sa propre sœur pour paraître plus impressionnant n'est pas un homme à qui je peux confier l'avenir de ma fille. Cette phrase a fait ce qu'aucun argument ne pouvait faire. Elle a mis fin à la représentation. Mon frère a cessé d'essayer d'expliquer et a commencé à avoir l'air effrayé. Ma mère s'est assise sans le vouloir, comme si ses genoux avaient pris la décision à sa place. Mon père se couvrit la bouche d'une main, et Geneviève, fixant toujours l'homme qu'elle avait prévu d'épouser, commença lentement à retirer sa bague de fiançailles. Personne n'a respiré pendant que Geneviève faisait glisser la bague de son doigt. Elle ne l'a pas fait de façon spectaculaire. C'est ce qui a rendu la situation encore plus difficile pour lui. Il n'y a pas eu de larmes, pas de mains tremblantes, pas de discours désespéré sur la trahison. Elle a simplement regardé la bague pendant une seconde. Comme si elle appartenait à une version de la soirée qui n'existait plus, puis l'a posée à côté de son verre d'eau avec un léger déclic qui, d'une certaine manière, a semblé plus fort que tout ce qui s'était passé pendant la soirée. Mon frère l'a fixé comme s'il ne comprenait pas ce qu'il voyait. Puis il l'a regardée. Pour la première fois depuis que le juge Ward m'avait reconnu, son visage a montré quelque chose de réel. La panique. Et elle a prononcé son nom une fois, à voix basse, comme s'il pensait que cela pouvait encore se faire en privé s'il gardait la voix assez basse. Geneviève ne s'est même pas rassise. Elle s'est éloignée de lui et a dit la chose que les hommes comme mon frère ne s'attendent jamais à entendre de la part des femmes pour lesquelles ils ont passé des mois à se produire. Tu ne t'es pas contenté de me mentir. Tu as menti sur le genre d'homme que tu es. Mon frère a immédiatement essayé de se tourner vers moi. Car c'était encore son instinct. Il voulait que la solution vienne de la personne qu'il venait d'essayer d'effacer. Il a traversé la moitié de la pièce et s'est arrêté à côté de ma chaise, parlant de cette voix tendue et urgente que les gens utilisent lorsqu'ils veulent obtenir le pardon avant d'avoir gagné le droit de le demander. Adra, s'il te plaît. Pouvons-nous parler dehors une seconde ? Il a dit cela comme si je lui devais de l'intimité, comme si je devais l'aider à contenir le désordre qu'il avait fait en public. J'ai levé les yeux vers lui et j'ai vu ce que j'avais passé la majeure partie de ma vie à voir trop tard. Et elle n'était pas désolée parce qu'il comprenait la cruauté de ce qu'il avait fait. Il était désolé parce que la salle avait finalement cessé de le récompenser pour cela. Vous vous êtes senti à l'aise en m'humiliant devant une salle remplie d'étrangers, vous pouvez entendre ma réponse devant eux aussi. Cela l'a frappé plus fort que si j'avais crié. Il a tressailli. Et plusieurs personnes à la table principale ont détourné le regard, soudain fascinées par leurs verres, leurs serviettes, les lumières de la ville au-delà des fenêtres. Le juge Ward s'est alors levé, non pas rapidement, non pas avec colère, mais avec le genre d'autorité qui fait que le mouvement lui-même ressemble à une décision. Il a dit à Geneviève de prendre son manteau si elle était prête à partir. Puis il s'est tourné vers mon frère et lui a dit que le mariage n'aurait pas lieu et qu'il n'y aurait pas d'autre discussion sur le financement, l'organisation ou la présentation de la famille. Et la phrase était nette, définitive et impossible à négocier. Ma mère a trouvé sa voix à ce moment-là. Mais elle était mince et désespérée. Elle a dit que tout le monde réagissait de manière excessive. Elle a dit que les familles disaient parfois des choses blessantes. Elle a dit que mon frère avait fait une erreur et qu'il ne devait pas tout perdre à cause d'un message. Et la juge Caldwell l'a regardée avec la même expression que celle qu'elle utilisait pour les avocats négligents dans sa salle d'audience et a déclaré « Il ne s'agissait pas d'un seul message. Il s'agit d'une habitude qui a finalement rencontré des témoins. » Cette phrase a semblé faire disparaître la dernière défense de la salle, car elle avait raison. Le texte n'était qu'une preuve. Le véritable délit durait depuis des années. Mon père a essayé une fois de me parler directement, mais les mots sont morts quelque part entre sa bouche et la table. Il avait passé trop d'années à ne rien dire quand le silence lui profitait. Il était trop tard pour que cela ressemble à de la sagesse maintenant. Geneviève revint. Son manteau sur un bras. Elle ne regarda plus mon frère. Elle m'a regardé. Il y avait de l'humiliation dans son visage, mais il y avait aussi quelque chose de plus stable, quelque chose de presque reconnaissant sous le choc. « Je suis désolée, dit-elle doucement.
J'aurais dû poser de meilleures questions. J'ai hoché la tête parce que c'était la seule réponse honnête que j'avais. Elle est partie avec ses parents quelques instants plus tard et la température de la pièce a chuté avec eux. Le dîner était terminé, même si la moitié des assiettes n'avaient pas été touchées. Ce qui avait semblé chaleureux et poli n'existait plus. Tout ce qui restait, c'était l'épave d'un spectacle après que le public ait cessé d'y croire. Mon frère a fait une dernière tentative. Il a répété mon nom, plus doucement cette fois. Comme si nous étions des enfants et qu'il pouvait encore tirer son épingle du jeu par familiarité. Je me suis levée avant qu'il ne puisse terminer. Je lui ai dit qu'il n'y avait plus rien à discuter. Pas ce soir, pas en privé, pas après des années d'utilité, seulement quand j'étais prêt à rester petit. Puis j'ai pris mon sac. Le juge Caldwell s'est levé à côté de moi sans un mot. Alors que nous nous dirigions vers la porte, j'ai senti tous les yeux de la salle nous suivre, mais pour la première fois de ma vie, cette attention n'a pas été ressentie comme un jugement. Elle ressemblait plutôt à une correction. L'air de Boston était suffisamment froid pour couper la dernière chaleur sur mon visage. La juge Caldwell a attendu que nous ayons atteint le trottoir avant de prendre la parole. Elle m'a demandé si j'allais bien. J'ai jeté un coup d'œil en arrière à travers les hautes fenêtres de la façade et j'ai vu mon frère toujours debout à l'endroit où je l'avais laissé. Échoué dans les ruines de l'image qu'il avait passé toute sa vie à essayer de vendre. Puis je me suis détournée et j'ai dit la chose la plus vraie que j'avais ressentie de toute la nuit. Je suis maintenant. Le lendemain matin, l'histoire avait déjà commencé à circuler dans le genre de cercle privé dans lesquels mon frère avait passé toute sa vie d'adulte à essayer d'entrer. Ce n'est pas parce que j'en ai parlé à qui que ce soit. Je n'avais pas à le faire. Les chambres de ce genre ont leur propre façon de faire avancer l'humiliation, surtout lorsque l'humiliation met à nu le caractère plutôt que les mauvaises manières. Des fiançailles rompues lors d'un dîner de famille officiel auraient déjà fait jaser. Des fiançailles rompues après que le marié a tenté de cacher que sa sœur était une juge fédérale respectée, c'est tout autre chose. C'est devenu un avertissement. En l'espace d'une semaine. La réputation soigneusement gérée de mon frère a commencé à se fissurer à des endroits qu'il ne pouvait pas réparer. L'un des associés principaux de son cabinet connaissait le juge Ward depuis des années par le biais d'associations caritatives et d'événements du barreau, et lorsque le lundi après-midi est arrivé, mon frère a été convoqué à une réunion à laquelle il n'était pas préparé. Personne ne l'a accusé d'avoir commis un crime. Ils ont fait quelque chose de pire. Ils ont remis en question son jugement, son honnêteté et la version de lui-même qu'il avait vendue à ses clients et à ses collègues. Un homme peut survivre au fait de ne pas être apprécié dans ses cercles. Ce à quoi il ne peut pas survivre, c'est d'être perçu comme petit, vaniteux et fondamentalement indigne de confiance. Il a d'abord été écarté d'une piste de développement d'un client important. Il a ensuite perdu le soutien interne sur lequel il comptait pour obtenir une promotion. 3 semaines plus tard, l'entreprise lui a demandé de démissionner. La demande a été formulée poliment, bien sûr. Les gens le font toujours lorsqu'ils veulent que les dégâts aient l'air civilisés. Mais il s'agissait tout de même d'une fin. Et il le savait. L'effondrement ne s'est pas arrêté là. Sans le mariage, sans l'argent frais, sans l'ascenseur social qu'il avait construit, la vie qu'il avait conçue a commencé à s'effondrer plus vite que je ne l'aurais cru. Il avait loué un appartement qu'il ne pouvait plus s'offrir confortablement parce qu'il prévoyait d'accéder à une vie beaucoup plus importante grâce au mariage. Il avait des dettes cachées sous des vêtements bien coupés, des dîners soignés et des sourires de réseautage. Une fois le travail disparu, le reste a suivi. L'appartement est parti en premier, puis la voiture, puis l'image. À la fin de l'hiver, l'homme qui avait décidé que j'étais trop gênant pour le revendiquer appelait des personnes qu'il n'avait pas respectées depuis des années, leur demandant de le présenter, de lui demander des faveurs, de lui demander du travail. La plupart d'entre eux n'ont pas rappelé. Mes parents ont fait ce que les gens comme eux font toujours, mentir coûte finalement trop cher. Ils ont réécrit l'histoire. Au début, ils m'ont supplié de lui parler. Puis ils m'ont supplié de ne pas être cruel. Puis ils ont essayé de présenter toute l'affaire comme un malentendu familial qui avait pris des proportions démesurées. Et ma mère m'a envoyé un courriel de 4 pages sur le pardon, la loyauté et le fait que les frères et sœurs ne devraient jamais laisser les étrangers s'immiscer entre eux. J'ai lu exactement la moitié du premier paragraphe avant de l'effacer. Mon père a laissé 2 messages vocaux qui semblaient plus fatigués que désolés. Il a dit que la famille se désagrégeait. Il a dit que mon frère subissait une pression insupportable. Il a dit que j'avais toujours été le plus fort et que je devais savoir quand laisser tomber quelque chose. C'est à ce moment-là que j'ai compris une dernière vérité à leur sujet. Ils ne voulaient pas la justice.
Il voulait avoir accès. Il voulait la version de moi qui absorberait les blessures en silence, afin que les autres puissent retourner à leur vie sans conséquence. Cette version de moi a disparu. J'ai changé de numéro. J'ai filtré leur courriel et j'ai dit à mon greffier de refuser toute livraison personnelle qui parviendrait aux chambres sans avoir été examinée. Je ne l'ai pas fait sous le coup de la colère. Je l'ai fait par lucidité. Il y a une différence, et le fait de l'apprendre a changé ma vie. Geneviève n'est jamais retournée le voir. Un mois après le dîner, j'ai reçu une courte note manuscrite de sa part. C'était simple, bien plus honnête que tout ce que ma propre famille m'avait envoyé. Elle me remerciait sans chercher à se mettre au centre de la douleur. Elle m'a écrit que la facilité avec laquelle un homme pouvait diminuer sa propre sœur l'avait forcé à se rendre compte que le charme est souvent confondu avec le caractère. Elle a terminé en disant que ce qui s'était passé lors de ce dîner l'avait peut-être embarrassée, mais que l'épouser l'aurait détruite. J'ai gardé la note. Non pas parce que nous sommes devenus proches, mais parce que la vérité est rare et que j'ai appris à la respecter ou qu'elle apparaisse. Quant à moi, j'ai fait ce que j'avais toujours fait. Je me suis remis au travail. J'ai lu des mémoires, j'ai entendu des arguments, j'ai rédigé des avis et j'ai construit ma vie de la manière régulière et disciplinée que j'avais toujours eue. Et la différence, c'est qu'il n'y avait plus une partie de moi qui attendait que ma famille rattrape ce que j'étais. Cette attente avait été plus pesante que je ne le pensais. Une fois qu'elle a disparu, tout est devenu plus propre. Environ 11 mois après le dîner, un poste est devenu vacant au sein du First Circuit. Pour la première fois, mon nom n'a pas été mentionné à voix basse. Il a été avancé sérieusement. Le juge Caldwell m'a soutenu sans hésitation. Le juge Ward, et c'est tout à son honneur, a fait quelque chose que je n'avais jamais demandé et auquel je ne m'attendais pas. Il a parlé publiquement, dans les règles de l'art, de ma rigueur, de mes écrits et de mon tempérament. Il ne l'a pas fait pour me rendre service. Il l'a fait parce qu'il y croyait. C'est ce qui comptait le plus. Lorsque j'ai finalement été nommé, les seules personnes qui semblaient surprises étaient celles qui n'avaient jamais pris le temps de me connaître. Le processus d'audition a été long, exigeant et exactement le genre de travail que je respectais. Lorsque la confirmation est arrivée, je n'ai pas pleuré. J'ai pensé à la petite table près de la porte de service. J'ai pensé à tous les efforts que mon frère avait déployés pour me faire disparaître. Et j'ai pensé au fait qu'en fin de compte, la seule personne effacée de ce monde, c'était lui. Ma prestation de serment a eu lieu dans une salle d'audience bondée, baignée de la lumière de l'hiver et remplie de personnes qui m'avaient choisi de la manière la plus importante. Le juge Caldwell était là. Le juge Ward était là. Les anciens greffiers, les collègues, le personnel et les personnes qui m'ont vu à mon meilleur et à mon pire étaient là. Mes parents n'ont pas été invités. Mon frère n'a pas été prévenu. Certains diraient que c'est dur. Pour moi, c'est exact. Et la famille n'est pas prouvée par le sang lorsque le sang a été utilisé comme levier, le silence et la honte. La famille est prouvée par le respect. Par qui dit la vérité à votre sujet alors qu'il serait plus facile de mentir? Par qui se tient à vos côtés sans vous demander de vous rapetisser d'abord? C'est la leçon que mon frère a payé cher pour apprendre, et le coup n'a cessé d'augmenter bien après la fin du dîner. Il a perdu l'engagement dont il pensait qu'il l'élèverait. Il a perdu la carrière qu'il avait bâtie sur la performance plutôt que sur la substance. Il a perdu la maison qu'il ne pouvait pas entretenir. Il a perdu l'avenir qu'il croyait garanti. Mais ce qu'il a perdu de plus cher, c'est quelque chose qu'il ne retrouvera jamais. Il a perdu le droit de dire qu'il avait une sœur qui répondait encore lorsqu'il l'appelait. Si ce qui s'est passé a une valeur, c'est bien celle-là. Les personnes qui vous aiment vraiment n'auront jamais besoin que vous deveniez plus petit pour se sentir plus grand. Et les personnes qui vous demandent de disparaître pour leur confort ne protègent pas la famille. Elles se révèlent à elles-mêmes. Parfois, la vengeance la plus puissante n'est pas l'humiliation, ni les cris, ni la destruction. C'est de s'arrêter dans la vérité suffisamment longtemps pour que tout le monde voit qu'il y avait de la valeur depuis le début. Chez Revenge Jargon, notre équipe s'efforce toujours de créer des histoires significatives et captivantes qui laissent aux téléspectateurs des leçons précieuses. Nous tenons à préciser qu'il s'agit d'une histoire fictive créée à des fins de divertissement et d'éducation, dans le but de partager des messages positifs et des idées utiles sur la vie. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. Suivez et soutenez Revenge Jargon afin que nous puissions rester motivés pour créer des vidéos de haute qualité et attrayantes pour vous. 2, 3. One, two,
the slightest